Alors, chers amis, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Science te parle. Aujourd'hui, on va parler science, art, bande dessinée. Et c'est important, je crois, de discuter aussi de science et d'art. Pourquoi? Parce que souvent, les arts permettent aussi de vulgariser certaines idées scientifiques ou l'histoire scientifique. La semaine prochaine, je reçois aussi des critiques cinéma sur le cinéma et la science. Donc, on va aussi parler d'art et de science. Aujourd'hui, on va parler de bande dessinée. Alors, la bande dessinée, vous savez, si vous me suivez depuis 2 ans que j'ai cette chaîne, que je suis amateur de bande dessinée, j'ai créé un festival à 7 il y a une dizaine d'années. Et la bande dessinée, alors ça peut être le plus connu, en fait, en tout cas, de catégorie de bande dessinée, c'est la bande dessinée humoristique. Et là, je vous montre l'avant-dernier tome d'Angèle et René, de mon copain Kurt Riedel, qui est une personne à Bouzigues et qui travaille beaucoup aussi sur l'humour pour les plus jeunes. La bande dessinée, ça peut être aussi des histoires romantiques. J'ai envie de vous parler de Jim, Une nuit à Rome, que beaucoup d'entre vous sans doute connaissent, qui a été traduit dans pas mal de pays et probablement un jour un film sera fait. Un autre livre que j'aime beaucoup de Jim, c'est un petit livre oublié sur le banc, qui est une histoire romantique avec un code qui est dans un livre. En fait, les deux personnes sont en train de se chercher puisqu'ils s'écrivent des messages via le livre qu'ils déposent sur un banc et puis on voit ce qui se passe. La BD, c'est aussi parler de notre monde. J'ai envie de vous présenter ce livre de Joël Alessandra, qui a été d'ailleurs le premier parrain du festival de Sète et Saint-Louis. D'ailleurs, le festival n'aurait pas eu lieu. Donc ça, c'est la force des femmes. C'est l'histoire de femmes africaines qui vont se battre contre l'excision, notamment, et pour faire vivre des villages, etc. Il faut savoir que Joël voyage énormément. Il passe beaucoup de temps en Afrique et en Asie, donc il raconte un peu ce qu'il voit là-bas et il décrit un peu la façon dont on parle. Ça peut être aussi des BD d'aventure. Là, je vais parler par exemple de mon ami Paul Salomon qui a fait L'homme qui met pas les armes à feu et qui est quelqu'un de très sympathique et qui se renseigne beaucoup quand il fait une bande dessinée. Donc là, c'est sur le Far West. Vous avez aussi du policier qui est aussi de la science-fiction et ça, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Internet. Alors lui, pour la petite histoire, c'est un prothésiste dentaire qui est retraité, qui se lançait dans la bande dessinée à la retraite et il a 2 tomes de l'emprise, un troisième est en cours. Et il a fait financer en fait sur Internet et moi j'ai participé au financement et puis on a beaucoup discuté. En fait, je lui ai acheté des dessins, etc. pour qu'il puisse mener à bien sa BD. Et il a un talent fou, je trouve, dans le dessin. Et comme c'est pas quelqu'un qui est professionnel de la BD, je trouve que c'est intéressant aussi de parler de gens qui se mettent là. Et enfin, il y a la BD sur la science. Alors, je vais reparler de Kurt Riedel. L'une de ses dernières BD, c'est La folle histoire de l'électricité. Il va raconter un peu la découverte de l'électricité et puis tout ce qui va être mis en ligne, etc., et de comment on a apprivoisé l'électricité. Puis on en vient bien sûr à nos invités du jour et je vais présenter la dernière BD de Vrob d'abord, que j'ai reçue gracieusement et je en remercie. La malédiction du cordon bleu sur l'industrie agroalimentaire. Alors, je n'ai pas tout à fait fini, en fait, je suis à la page, mais je l'ai reçu il y a 3 ou 4 jours, à la page 36. J'ai des manips un peu longues en ce moment, mais je vais le finir demain, que je suis en congé. C'est excellent, c'est vraiment très bon. Ça parle, alors vulgairement de la malbouffe, mais je pense qu'on peut dire quand même, il nous en dira un mot à la fin de la vidéo, de l'industrie agroalimentaire, de comment tout ça a démarré. En tout cas, j'en suis là. Je pense que par la suite, ça sera aussi comment tout ça a été développé. Et on va présenter aujourd'hui, avec Nicolas, ils ont écrit une bande dessinée pharmacologique sur l'histoire du médicament. Alors, je l'ai trouvé très bien, la BD, et qui m'a été aussi offerte gracieusement, et je remercie vous et l'éditeur. Et j'ai trouvé la bande dessinée très, très bien. C'est très didactique, c'est très pédagogique, on ne se perd pas, on a les petites histoires qui sont très bien racontées. On s'intéressera d'ailleurs dans cette vidéo à quel public c'est destiné, parce qu'il y a certaines cases que j'ai trouvées un peu difficiles d'accès pour des gens qui ne sont pas biologistes, qui vont être beaucoup plus faciles d'accès pour des gens qui s'intéressent à la science, c'est-à-dire le public de cette chaîne. Mais peut-être que pour les plus jeunes, ce sera un peu plus difficile. En tout cas, je vous recommande d'ores et déjà, avant même que la discussion ait lieu, d'acheter Pharmacologix. Je présume que vous allez le trouver dans toutes les bonnes librairies, j'imagine. Ça, je pose directement la question. Oui, 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 dans toutes les très bonnes librairies. Oui, oui. On peut aussi la trouver sur Internet, bien sûr, mais moi, je recommande toujours d'aller dans sa petite librairie de quartier Bien avant sûr. tout. Chez Libraire. Alors, dans cette BD, nos deux amis se mettent en scène, puisque c'est en fait Nicolas qui va expliquer à Vrob, c'est Vincent, je crois, le prénom, C'est ça. qui va expliquer à Vincent l'histoire du médicament, en tout cas de certains médicaments, et de comment tout ça a été fait. Il y a beaucoup d'humour dans la bande dessinée. Il y a beaucoup d'allusions à la culture geek.
Il y en a une que j'ai pas compris, je pense que j'ai pas vu le film, mais il y a beaucoup d'allusions à la culture geek. Et en fait, c'est très bien parce que ça permet de raccrocher toujours le lecteur, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'austère, comme on peut voir en conférence des fois sur Internet ou même en réalité où on peut parler de l'histoire du médicament ou de pharmacologie. C'est très bien fait. Et vraiment, je recommande. Très, très bon boulot. Très, très bon boulot. Merci. Alors maintenant, chers amis, c'est à vous. Et la première chose que je vais vous demander, bien sûr, puisque les gens ne vous connaissent pas, c'est de vous présenter, donc chacun votre tour. Alors je laisse la parole à qui le veut. Bah, je peux commencer éventuellement. Donc, moi, je suis Nicolas Picard, je suis pharmacien de formation et pharmacologue. Et j'ai une activité qui tourne autour de la pédagogie. J'enseigne à la faculté de pharmacie à Limoges, en France, et puis une activité dans un centre hospitalier autour de la pharmacologie et de la toxicologie biologique. Voilà. Et donc moi, Vincent, alias Vrob, je suis aussi pharmacien de formation, mais j'ai exercé en tant que pharmacien d'officine pendant quelques années, et puis il y a presque 3 ans, j'ai arrêté et j'ai décidé de me reconvertir dans l'illustration. Alors pourquoi, première question, puisqu'on parle de ça, pourquoi avoir décidé d'arrêter la pharmacie pour faire de l'illustration? Ça remonte un peu avant la pharmacie, puisque je voulais faire des études artistiques. J'avais commencé d'ailleurs, j'ai fait une année de cinéma, et ça m'avait pas plu pour plusieurs raisons. Finalement, voilà, c'était à ce moment-là, je sentais que c'était pas fait pour moi, donc par curiosité, je connaissais quelqu'un qui était pharmacienne, et je me suis dit, bah, je vais tester, je vais tenter. Moi, la fac, j'aimais bien apprendre des trucs, moi, donc je suis allé vraiment par curiosité, et j'ai loupé ma première année. Mais comme ça m'a bien plu, je me suis dit, bah, je retente une deuxième fois. Et puis cette fois, je l'ai eu, j'ai eu le concours. Donc je me suis lancé dedans, et j'ai trouvé ça passionnant. Et même une fois diplômé, j'ai exercé vraiment avec passion, parce que c'est un métier hyper intéressant. J'ai fait de super rencontres. Et aussi pendant mes études et après, j'ai aussi fait des rencontres d'un point de vue artistique avec des copains de fac. On avait monté une asso, on faisait des dessins, des BD, des courts-métrages. Et puis, donc ça m'a jamais lâché le côté artistique à côté. Et je savais qu'en faisant pharmacie, j'allais pas faire ça toute ma vie, parce que j'avais quand même cette envie de faire du cinéma. Et quand j'ai décidé avec ma femme, en fait, on a décidé de quitter notre vie parisienne, et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et moi, on s'est rendu compte que ce qu'on voulait faire, c'était pouvoir travailler de n'importe où. Et je me suis dit, ben, en fait, en dessinant, on peut faire ça n'importe où avec un crayon, un papier, et on peut avancer assez vite dans ses projets personnels par rapport au cinéma où c'est très compliqué d'avancer tout seul, enfin, voire impossible. Donc, j'ai fait des petits tests, j'ai fait un peu des formations, je me suis entraîné tous les jours, et puis au fur et à mesure, la BD me revenait comme ça, j'avais envie de faire de la BD. Et puis, bah, un peu par hasard, je suis tombé, bon, on racontera après, mais voilà, je suis tombé sur les fils Twitter de Nicolas, et je me suis dit, bah, ça pourrait être sympa d'adapter ça en BD. Donc voilà, c'est allé assez vite en fait, au final. Le projet de cette BD est arrivé assez vite après mon projet de reconversion, quoi. Mais si je comprends bien, dans Pharmacologique, c'est la première bande dessinée. C'est ma première, ouais. D'accord. D'accord. Alors, je précise, quand on compare les deux, je vais mettre les deux ici, il y a quand même une patte du dessin, c'est-à-dire, ça se reconnaît, quand j'ai reçu celle-ci, immédiatement on reconnaît le dessinateur et l'illustrateur. Je veux dire, il y a une signature en fait dans la bande dessinée, ce qui est souvent le cas chez les dessinateurs, mais certains essaient, selon les personnages ou les types de BD, de changer un peu la façon dont ils vont dessiner. Et là, je trouve que vraiment, il y a une patte qui se reconnaît, c'est-à-dire que même sans titre ou sans le nom de l'auteur, je veux dire, on reconnaît vite fait les dessins. Donc, il y a déjà artistiquement, c'est important parce qu'il y a une signature, en fait. Je pense que pour un artiste, c'est important d'avoir cette signature et
que les gens puissent reconnaître la signature directement, rien qu'en envoyant au visuel un coup d'œil de 3 dessins, et puis on voit qu'il a fait. Donc, c'est une bonne chose. Bah, merci, oui, ça fait plaisir parce que c'est pas évident de trouver son style, hein. C'est un entraînement et même c'est vrai qu'avec Pharmacologix, j'étais presque encore en train de chercher mon style, quoi. C'était, ouais. Mais voilà, le style se reconnaît, je trouve ça très intéressant déjà. Alors, je ne savais pas que c'était ta première bande dessinée, mais pour la première, en tout cas, c'est une réussite parce qu'il y a déjà une signature qui se crée à ce moment-là. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir ça. Il y a beaucoup d'auteurs qui se cherchent. Et ce qui est intéressant, alors là, je parle plus aux amateurs de bande dessinée, mais ce qui est intéressant, si par exemple, vous regardez ce qu'on appelle les éditions de tête, c'est-à-dire les premières qui sont sorties pour les BD. En général, c'est 100 ou 200 exemplaires. Mais vous avez tous les dessins en fait, des dessinateurs, la façon dont ils ont cherché à créer le personnage et créer le style. En fait, vous avez les facsimilés de tous ces dessins-là. Et on voit l'évolution souvent du dessin. Et c'est assez intéressant de regarder comment un dessinateur essaie de trouver son style pour un type de personnage, un type de BD. Après, souvent, ils les vendent, ces dessins. Moi, j'en ai une belle collection, je dirais, de premiers dessins, souvent d'auteurs qui se cherchent un peu. Et voilà, c'est intéressant parce que il y a le style ici. Alors, la pharmacie, ça c'est bien, parce que ça fait un point commun déjà à nous trois. Moi, j'ai fait aussi des études de pharmacie, mais après les études de bio. Donc, moi, c'était la pharmacie pour faire de la recherche. J'ai passé le concours pour faire la recherche. Moi, j'ai fait d'abord bio, j'ai eu un master en biologie. Ensuite, comme j'étais intéressé par la pharmacie dès la 4e année de bio, en fait, j'ai passé le concours pour entrer en master, donc en 4e année de pharmacie. Et puis, j'ai fait une formation pour de la recherche. Donc, j'ai fait pas mal de pharmacologie et toxicologie. Et ensuite, après, j'ai passé le concours de thèse. Et puis, bon, j'ai fait la thèse en médecine. Enfin, en tout cas, dans une fac de médecine. Donc ça fait déjà un point commun. Je trouve que c'est pas mal. Alors, la naissance du projet, donc, on a parlé des fils Twitter de Nicolas. Mais est-ce que vous pouvez tous les deux nous parler un peu plus de la naissance du projet Pharmacologix? Ouais. Bah, alors, si je reviens sur les fils Twitter, donc moi, j'ai aussi fait pharmacie pour faire de la recherche et de l'enseignement. C'était vraiment l'enseignement qui m'attirait. Donc, peu à peu, je suis arrivé à ce que je voulais faire. Et j'ai enseigné d'abord en médecine, puis à partir de 2014 en pharmacie. Et très tôt, j'aimais bien illustrer mes cours avec des anecdotes. Donc, des anecdotes historiques, des choses qui marquaient un peu les esprits en commençant le cours, quoi, sur voilà, la façon dont avait été trouvé un médicament ou insister sur des effets particuliers, parce que ça marquait un petit peu les étudiants. Et puis je m'intéressais aussi à la façon de partager cette information pour les étudiants et puis pour des collègues pharmaciens. Et entre-temps, donc j'avais un peu utilisé Twitter et puis j'avais construit un peu mon groupe au niveau de Twitter. Et puis j'ai découvert cette notion de fil sur Twitter. Et je me suis amusé en fait à convertir en fait des choses que je racontais en cours sous la forme de fil Twitter, parce que ça s'y prêtait bien avec une dizaine de tweets sur voilà, une histoire sur la découverte d'un médicament ou un focus sur une classe de médicaments. Donc j'aimais bien ça parce que c'est intéressant sur le plan synthétique, quoi. Ça amène vraiment à identifier des choses qu'on veut dire sur un sujet qui est parfois un peu complexe. Et donc, ça se rapprochait un peu de ce que je faisais avec les étudiants. Et sur Twitter, ça avait pas mal de succès. Donc, voilà. Et il y avait notamment une anecdote qui est, je crois que celle qu'avait trouvé Rob au tout début, qui était une anecdote sur les produits qu'on utilise contre le rhume, qui dérivent un peu des amphétamines, enfin, sur le plan de la structure en tout cas. Et voilà. Et j'avais repris ce que j'avais fait en cours, effectivement, c'est que j'avais posé la question à mes étudiants, à votre avis, si je me traite comme ça une journée avec ce type de médicament et que je passe au laboratoire demain matin et je fais un dépistage urinaire d'amphétamine, est-ce que je suis positif ou pas? Et ils me disaient non, ça c'est pas possible, ça n'existe pas. Et donc j'avais fait ça et j'avais commencé mon cours avec le test, mon résultat de test de détection d'amphétamine où j'étais positif, quoi. Et donc j'étais parti de ça pour faire une histoire où je racontais, voilà, je crois que le tweet commençait par j'ai été contrôlé positif aux amphétamines. À votre avis, qu'est-ce qui a pu se passer? J'ai pris de l'Umex rhume. Et puis j'ai déroulé l'histoire, j'ai expliqué pourquoi, la structure.
quelques références à des séries. Et voilà. Et ce tweet avait pas mal marché. Je crois que Rob est tombé dessus. Enfin, il me corrigera, mais je pense que c'était un de ceux-là en tout cas. Oui, tout à fait, oui. Et j'étais tombé dessus par hasard. Je te suivais pas. C'était quelqu'un qui avait retweeté. Donc voilà, c'est venu comme ça. C'est souvent comme ça que ça se passe. Je trouve très intéressant la pédagogie de dire on commence par une histoire pour intéresser les étudiants et pour pas perdre le fil. En fait, pour les étudiants, parce que c'est vrai que dans un amphithéâtre, c'est parfois difficile de suivre lorsqu'on parle des classes de molécules ou que l'on vient directement aux structures. Et je trouve très, très intéressant de commencer par raconter une histoire et de venir là, ou une anecdote, et d'en venir à discuter de la pharmacologie d'un médicament. C'est le principe du livre, en fait. On part le plus souvent d'une anecdote et on en vient un peu à l'histoire qu'il y a derrière. Et ça, je trouvais que c'était intéressant. Donc, je trouve que c'est une fonction pédagogique qui est bien. Et donc, toi, tu voulais te lancer là-dedans, tu tombes sur le tweet de Nicolas et comment enfin, en discutant, vous êtes dit, on va faire sur l'histoire du médicament, comment ça s'est passé un peu plus en détail, on va dire? Non, en fait, j'ai fait ça dans mon coin. Et une fois que j'étais plutôt satisfait de la tournure que ça avait pris, bah, je l'ai envoyé à Nicolas. Je ne l'ai pas publié, en fait. C'était pour lui demander s'il était OK pour que je le publie, parce que ça m'avait amusé. En plus, je réapprenais des choses que j'avais plus ou moins vues en cours. Et je m'étais dit, en fait, j'aurais aimé apprendre de cette manière. Et justement, avec ces petites anecdotes, référence à Breaking Bad, voilà, c'est sûr que ça parle tout de suite un peu plus aux étudiants. Et donc, je lui ai envoyé, et puis il m'a dit, bah oui, OK, il était assez... comment dire, t'as trouvé ça assez chouette tout de suite, l'idée, quoi, d'en faire une BD, quoi. Donc, Oui, moi j'étais complètement surpris, ouais, parce que c'est vrai que j'avais jamais interagi avec Rob, et donc je reçois un message sur Twitter qui me dit voilà, j'ai repris un de tes fils, je l'ai adapté en BD, je sais plus, il y avait quatre planches, je crois. Et qu'est-ce que tu en penses? Et moi donc je télécharge le fichier et je découvre le trait, hein, enfin la patte de Rob, quoi, vraiment les dessins qui étaient tels qu'ils sont dans la BD, quoi. Et alors j'ai tout de suite accroché parce que j'adorais les dessins. Et puis j'ai trouvé ça génial, quoi. C'est vrai que c'était une autre façon de raconter la même histoire, mais avec de l'humour. Et donc voilà. Donc moi j'étais enthousiaste, hein. Et comment vous avez fait pour choisir les autres histoires? Parce que l'histoire du médicament est très vaste. Comment vous avez sélectionné? Je crois que j'ai pas compté, mais il doit y avoir quelque chose comme une quinzaine d'histoires. Comment vous avez sélectionné ces histoires-là? Alors il y en a une bonne partie qui correspondait à des choses que j'avais soit tweetées sous la forme de fil, soit que des histoires que je racontais régulièrement aux étudiants. Donc on est vraiment reparti de ça. Et après c'est en discutant qu'on a cherché à identifier des sujets qui pouvaient être intéressants, des choses qui s'y prêtaient, quoi, où il y avait une partie un peu historique ou des choses qui étaient vraiment importantes, quoi, en termes de sensibilisation. Enfin, on parle du protoxyde d'azote, des choses qui sont importantes en termes de prévention de risques. Donc voilà, on en fait vraiment. Il y avait une partie des histoires pour lesquelles moi j'avais des idées, puis ensuite c'est en discutant qu'on a sélectionné d'autres histoires, et puis on en avait d'autres en réserve, quoi. Voilà, Il faut un tome 2 alors, s'il y en a d'autres en réserve. Ouais. Ouais. Je pense même qu'on aurait de quoi faire 3 tomes même pour l'instant, mais faut s'y mettre. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant, un tome 2 d'ailleurs. Je pense que les gens qui ont apprécié cette BD comme moi, sur la première partie, je pense que, enfin, je dis déjà la première partie, mais en tout cas, cette bande dessinée-là, je pense que certains seraient très intéressés d'avoir un second, voire un troisième tome. Enfin, on a des choses en réserve, ouais, en tout cas. De toute façon, il y a plein d'histoires autour du médicament, il y a plein de choses. Donc c'est sûr que. J'ai un petit regret, ceci dit, avec une bande dessinée, je vais quand même l'avouer, c'est qu'elle ne soit pas sortie plus tôt. Parce qu'il y a une planche qui est. Enfin, c'est une page, il faut que je retrouve le prince que j'ai pas mis de note, mais sur le professeur Raoult. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, en quatre dessins, mais j'aurais pu à savoir où c'est, là.
mais c'est sur quand on parle d'hydroxychloroquine, la quinine, là, je me suis dit en 4 dessins. En fait, ça résume l'histoire et puis ça aurait mis fin à un certain nombre mais j'arrive plus j'aurais dû C'est mettre. page 98. Je vois qu'on connaît ABD par cœur. Alors, page Ouais. 98. Voilà, donc je montre la planche ici. Mais je la mettrai quand je montrerai la vidéo, je la mettrai en pleine page. Donc, c'est quatre dessins, hein, 4 petites cases. Et ça résume un peu tout, en fait. Ça résume toute la folie qu'il y a eu autour de lui. Et je me suis dit, en fait, et c'est là où je me dis, le dessin, parce que nous, on fait sur Internet souvent de longs discours, etc. Enfin, sur Out, on fait des heures de vidéos. Et quand on était avec mon copain Alexander Samuel, la première vidéo qu'on a faite un peu là-dessus, c'était 3h24, donc ça a été très long. Alors que 4 dessins suffisent à résumer un peu l'histoire. Et le dessin apporte un peu ça aussi. Alors, la question que j'ai à partir de là, c'est comment on imagine un dessin pour résumer une histoire, une séquence, enfin, comment un illustrateur, ça c'est une question que je pose à Vincent, comment un illustrateur imagine le dessin parfait pour arriver à faire comprendre au maximum de gens en quelques traits au final et à résumer ce qui pourrait être des heures de discours aussi rapidement. En fait, la façon de travailler, c'était que Nicolas m'envoyait son texte avec quelques petites idées de mise en scène, déjà de références, quoi. Donc là, après, particulièrement sur celui-là, je me souviens plus, mais je pense que c'était un travail enfin, on a dû voir ça ensemble parce que je crois que le truc avec le Schweppes, il y a une petite, la petite référence à What Did You Expect, enfin, la pub. Je crois que ça, c'était toi, Nicolas, qui avait eu l'idée. Enfin, du coup, on a mis en scène tout ça. C'est un travail d'équipe, quoi. Mais en fait, c'est vrai que c'est par le texte si je prends le texte brut, je vois à peu près comment le scinder pour en faire chaque case après, et comment illustrer illustrer ce texte. Ça vient un peu, c'est au feeling, quoi. Et on essaie de trouver les choses les plus cohérentes et qui se suivent, quoi. On essaie de pas trop perdre le lecteur. Donc ouais, j'ai pas trop de recettes miracles, on va dire. C'est du feeling. Oui, mais c'est très bien trouvé et j'ai trouvé que, en tout cas, ces cases-là, ça faisait aussi un peu dessin de presse quelque part. C'est-à-dire, des fois, dans un article de journal où on illustre l'article complet qui est assez long, un seul dessin, et quand on voit juste le dessin, on a compris en fait toute la teneur de l'article et tout ce que les gens veulent expliquer. Je trouvais que ça faisait ça. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que après la sortie de la BD, alors ça c'est une question en plus, mais est-ce qu'après la sortie de la bande dessinée, est-ce qu'il y a des journaux qui t'ont écrit pour dire tiens, ça peut être intéressant de travailler avec nous, faire du dessin de presse justement pour résumer des articles scientifiques par exemple? Alors non, mais ça m'aurait intéressé, oui. Enfin, ça m'intéresse toujours, d'ailleurs, parce que c'est un exercice. Enfin, je fais juste une petite parenthèse. Toutes les semaines sur une chaîne Twitch, je fais des petits dessins improvisés d'humour qui sont pas liés à l'actualité. C'est pas du dessin de presse à proprement parler, mais ça m'entraîne à tout de suite imaginer vite une petite scène, une synthèse et quelque chose de rigolo, quoi. Et voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, ouais, du dessin de presse. En effet, c'est marrant que tu en parles, du coup, parce que Parce que ça m'avait fait penser à ça et je trouve qu'il y a suffisamment de talent en fait dans ces dessins pour justement que des médias généralistes, enfin tous ceux qui parlent de science, je vais parler du Figaro, du Monde, de Libération, de tout ça, utilisent tes talents justement pour illustrer leurs articles plutôt que de mettre des photos lambda qu'ils vont trouver sur Internet. Je trouve que le dessin, souvent, ça parle beaucoup plus qu'une photo qu'on a tous vue 100 fois et qui sort de banque d'images juste pour illustrer un article.
Peut-être que ça coûte moins cher aussi d'utiliser une banque d'images. La Mais qualité oui, se oui, paye. oui, Mais, je veux bien, hein. Quand ils veulent. le message est passé, mais je trouve que c'est important. J'ai trouvé que c'était mon regret sur la BD qu'elle soit pas sortie. Plutôt, il y a bien sûr un certain nombre d'autres BD qui sont sortis sur la Covid. J'avais fait d'ailleurs sur cette chaîne la présentation de 2 bandes dessinées. Je vais juste présenter ça au cœur de la vague de Chapat, qui est un dessinateur suisse. Donc lui, pour le coup, c'est un dessinateur de presse. Oui. Et qui a suivi en fait dans les hôpitaux. Il avait surtout suivi le professeur Pitié là, qui a inventé le gel hydroalcoolique. Et ils étaient beaucoup en contact. Et puis, il parle en fait de la première vague du Covid et il a mis tout ça en dessin. Et je trouve que ça résumait bien en fait la plus grosse partie de l'année 2020 en fait jusqu'à l'apparition de la seconde vague. Le livre se termine avec l'apparition justement de la seconde vague et de tout ce qui va suivre. Mais bon, le livre bien sûr sort plus tôt. Et donc voilà, le pharmacologique, il y a certains points en fait qui m'ont fait penser à ça, pas au niveau de la façon de dessiner, puisque bien sûr chacun a sa patte et comme je l'ai dit, il y a vraiment une patte différente et qui est une signature, mais la façon de raconter un peu l'histoire et de résumer vite fait. Et donc je me suis dit ça peut être intéressant voilà, d'en faire du dessin de presse. Combien de temps vous avez mis pour finaliser le projet? Combien de temps on met pour faire une BD comme ça? C'est à peu près 1 an au final. Entre Ouais, le moment. ouais. Entre le moment où on a vraiment commencé et ouais, c'est 1 an, quoi. Ouais. Avec une partie, enfin, sur les scénarios, en fait, on a découpé un peu les choses, c'est-à-dire que il y avait une partie des scénarios qui était prêts, donc on avait pu commencer certaines choses. Et puis au final, on a fait en sorte enfin, moi j'ai travaillé sur les scénarios de manière un peu anticipée pour qu'il ait tout. Et puis après, il y a eu un gros travail enfin, il y avait des échanges, hein, il y a eu beaucoup d'échanges avec les storyboards, etc. Donc j'ai plus en tête, mais le travail, le dessin et après validation des storyboards, ça t'a pris quand même un certain temps, enfin 4 mois peut-être. Ouais, j'ai du mal à évaluer vraiment. Je pense que en cumulé de dessin, oui, j'ai dû mettre 4 mois de dessin au total. Et puis parce que c'est vrai qu'au final, le plus difficile, c'est en effet de trouver les bonnes idées pour l'histoire, pour le scénario, pour que ce soit bien axé. Donc on a même des fois, on se rendait compte après une fois qu'une planche était dessinée, enfin ou un chapitre était dessiné, on se rendait compte qu'il y avait des planches qui marchaient pas parce qu'on faisait lire autour de nous et on se rendait compte. Même nous, on n'était pas convaincus de base, mais on n'arrivait pas à trouver trop pourquoi. Et puis c'est en discutant un peu autour de nous qu'on a débloqué certaines situations. Et donc c'est ouais, je dirais entre 4 et 6 mois au total. Enfin ouais, pour le dessin, même un peu de scénario aussi, ouais, je pense. Mais ça s'est étalé voilà, sur 1 an. Ceci dit, non, j'ai rendu les planches assez tôt au final. C'est juste qu'elle est sortie un peu plus tard. Donc, on va dire 6 mois, ouais. Et en parlant de sortie, justement, alors j'ai vu que l'éditeur c'est DeBuck Université, c'est pas un éditeur connu pour faire de la bande dessinée. Comment vous avez fait pour trouver éditeur et pourquoi est-ce que DeBuck bon, le pourquoi je peux le comprendre, mais DeBuck Université c'est pas le plus connu. Enfin, comment vous avez fait pour trouver un éditeur qui accepte la BD? Ça a été un peu le hasard, hein, parce que disons qu'on en discutait. Alors on avait été encouragé, on avait partagé, enfin, Vincent avait partagé les quelques planches tests qu'il avait fait sur Twitter, sur Instagram. Et donc il y avait beaucoup qui nous disaient il faut que vous trouviez un éditeur, c'est chouette. Enfin, et c'était beaucoup des collègues, soit des enseignants, soit enfin, on avait beaucoup de réactions positives comme ça de gens qui étaient dans le métier. Et j'avoue que moi, je connaissais quelques éditeurs de presse universitaire, dont celui-là. Et un jour, j'ai dit à Vincent, on tente, quoi. Donc, j'ai rempli un formulaire sur Internet avec une proposition d'idée, quoi. Et ça a tout de suite, ils ont tout de suite accroché. Puisque j'ai été recontacté dès le lendemain, je crois, et on avait un rendez-vous téléphonique avec Vincent et l'éditeur dans la semaine qui suivait, quoi.
Alors pourquoi eux, je pense dans ce qu'ils nous avaient dit, ils avaient édité un livre vraiment standard sur la pharmacologie, un livre pour réviser le concours de l'internat. Et c'était un des livres qui avait vraiment un gros succès dans leur collection et qui s'appelait Pharmacologie. Donc, ils étaient sensibilisés un peu à l'intérêt de la matière, parce que c'est vrai qu'en pharmacie, et puis de manière générale sur le médicament, la pharmacologie, c'est une matière forte, quoi. Et donc, je pense que quand on leur a expliqué qu'on voulait faire de la pharmacologie un peu différemment sous la forme d'une BD, mais que ça restait quand même quelque chose qui était pédagogique et ça les a intéressés, quoi. Ils voulaient vraiment, en tout cas, je pense que ce qui les a séduits, c'est qu'on reste dans quelque chose qui soit solide scientifiquement, qui soit pas trop trivial, voilà. Et donc c'est le seul éditeur qu'on a contacté au final, et qui a tout de suite oui, quoi. Non, c'est vrai que j'ai été. Alors, je comprends l'intérêt de Buck, mais j'ai été étonné de voir l'éditeur, puisque c'est pas. Moi qui ai pas mal de BD, c'est pas un éditeur qui est connu pour. Je le connaissais quand j'étais à la fac pour réviser des cours, mais pas pour lire des bandes dessinées. Donc Ouais. je pose la question. Ils en ont sorti une autre. Ils en ont sorti une autre sur la virologie, je crois, pas très longtemps. Si la recette marche, et en parlant de la recette qui marche, est-ce que vous avez une idée des ventes un peu que vous avez eues pour l'instant? Est-ce que ça se vend bien? Ça fait un moment qu'on n'a pas eu notre éditeur au téléphone, donc il faudra qu'on lui demande. Je pense que ça s'est pas mal vendu, c'était peut-être un peu moins qu'espéré, mais ça restait, pour lui, il était plutôt confiant. Voilà, mais là, on n'a pas. Ça fait un moment, ouais, qu'on a. Moi, j'étais un peu occupé sur mon autre BD, alors du coup, je m'en suis pas préoccupé. Donc, ils étaient partis sur un tirage un peu ambitieux, parce qu'ils ont tiré 3500 ou 4000 exemplaires. Ouais, donc, ce qu'ils me disaient, c'est que tout ce qui était sorti, ils n'avaient pas de retour, donc ils étaient contents sur ce point-là. Ce qui sortait se vendait, mais après, je pense que c'était un peu ambitieux. Le tirage était ambitieux, donc pour le moment, il n'y a pas eu de réédition, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait le point depuis un moment, quoi, depuis décembre. De ce que je sais, 3500 exemplaires, c'est une limite que se donne le monde de la BD pour dire est-ce que ça a marché ou pas. C'est-à-dire qu'en deçà, on dit que ça n'a pas marché, au-dessous, on dit que ça a fonctionné. D'accord. Donc 3500, je pense qu'ils ont tiré à la limite qui est donnée dans ce monde-là pour voir ce qui fonctionne ou pas. Donc je pense que c'est peut-être. Donc si vous en avez vendu plus de 3500, ça veut dire que techniquement la BD fonctionne. Ouais, je suis pas sûr que ça. Non, on n'a pas atteint les 3500. Après cette vidéo, peut-être. Mais j'espère. Ouais. J'espère. Donc, j'espère, parce que la BD est bien. Et justement, on parle de ça, donc de Buck et des ventes. Le public pour la bande dessinée, quel public vous visez exactement pour cette BD? Est-ce que c'est la personne qui est intéressée par la science et qui va lire ça? Est-ce que c'est un peu tout le monde ou est-ce que c'est un public plus particulier, par exemple des étudiants ou des professeurs pour leurs cours? Justement, peut-être que les professeurs peuvent s'inspirer aussi des anecdotes qui sont là-dedans pour commencer un cours et puis intéresser un peu plus les étudiants. Alors ça se fait parce qu'il y a beaucoup de mes collègues qui nous ont posé la question, est-ce qu'on peut réutiliser des planches? Et donc il y a beaucoup de collègues qui ont fait ça. Initialement, quand on avait présenté le projet, la cible principale c'était les étudiants en santé, en médecine, en pharmacie, et les pharmaciens, les médecins, enfin les gens qui travaillaient vraiment dans le domaine de santé. Mais on avait dit quand même que c'était l'objectif, quoi, qu'on essaierait de rendre les choses suffisamment accessibles pour que quelqu'un qui s'intéresse aux médicaments, qui a envie de comprendre certaines choses, puisse raccrocher. Maintenant, c'est vrai qu'on restait dans une cible pédagogique, donc il y a des choses qu'on ne pouvait pas simplifier à l'extrême. Ça reste vraiment suffisamment robuste pour des gens qui cherchent un peu des choses. Donc ça dépend. Il y a quelques chapitres qui sont un peu plus poussés, où là vraiment c'est presque du niveau d'un cours. Il y a un chapitre sur lequel on a beaucoup travaillé, on a beaucoup discuté, qui aborde des notions quand même assez complexes, qui peuvent vraiment aider un étudiant à comprendre le cours, quoi. Et puis après, il y a des choses un peu plus passe-partout un peu plus historiques qui permettent un peu à tout le monde de comprendre, quoi. Mais la cible initiale, c'était quand même...
en ayant lu la BD, je pense ceci dit, et c'est ce que j'avais dit avant, enfin, la discussion avant la vidéo, que les passionnés de science, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à la science, mais sans forcément avoir fait d'études scientifiques, mais qui n'aiment pas la vulgarisation à outrance parce que c'est trop vulgarisé et qui en fait ils se perdent un peu là-dedans, je pense très sincèrement que la BD peut les intéresser. Je pense que ce public-là aussi devrait s'intéresser à la BD parce que, comme tu dis, il y a des passages un peu plus difficiles, etc. Mais justement, on rentre peut-être un peu plus dans le détail qu'on n'aurait pas dans un article de vulgarisation trop simple. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant aussi de ce point de vue-là. Et puis il y a des références bibliographiques avec des choses qui peuvent permettre d'aller plus loin, quoi. Alors on les a pas évidemment remises dans les bulles, mais à la fin il y a une liste de références par chapitre, je crois. Oui, oui. Et donc il y a des articles scientifiques ou des articles qui donnent des perspectives un peu historiques sur. Voilà. Il y a même le glossaire avec tout le vocabulaire utilisé. Et puis, bon, toujours pareil, quand je montrerai la vidéo, là, je le montre là, mais quand je montrerai la vidéo, vous aurez les images. Donc, ceux qui écoutent la vidéo, regardez-là aussi de temps en temps pour voir les images qui apparaissent, parce que pendant le montage, je mettrai les images. Mais c'est vrai que oui, on a fait quand même en sorte que même s'il y a des notions qui sont vraiment pas accessibles, donc par exemple, des fois il va y avoir une molécule chimique, et c'est vrai qu'une molécule chimique, pour quelqu'un qui a pas fait d'études scientifiques, enfin, ça peut faire peur, quoi. Mais on a fait en sorte qu'au final, même si on comprend pas ce que veut dire vraiment cette molécule, on peut continuer l'histoire et au final avoir le message principal qu'on veut faire passer. Donc du coup, et qui plus est, mon filleul de 10 ans, enfin il avait 10 ans à l'époque où il l'a lu, il, il a trouvé ça sympa, il m'a dit c'est chouette, j'ai pas tout compris, heureusement quand même, sinon ça serait un peu flippant, mais, mais il a été un peu diverti par ça, il a été vachement... l'histoire qui lui a le plus plu, c'est sur le... le... nitrate d'azote. Le protoxyde. Le protoxyde d'azote, pardon. Parce qu'il est fan de Fast and Furious. Et donc, du coup, ça l'a vachement concentré sur cette histoire. Et donc, il a compris l'histoire aussi de, justement, que c'était une drogue et tout ça. Donc, et finalement, je me suis rendu compte, pour le coup, là, ce chapitre-là était plutôt accessible. Et notamment par un enfant de 10 ans. Alors je me dis, bon, même si c'est pas la cible, hein, clairement, et je recommanderais quand même plutôt, c'est plus ado déjà, 14-15 ans, voilà. Ce serait quand même le minimum, quoi. Mais donc voilà. En parlant de Fast and Furious, j'ai cru comprendre que tu n'aimais pas beaucoup la saga. Je suis un peu déçu, mais bon. Personne n'est parfait. À l'époque, je n'avais vu que la moitié du premier. D'accord. Depuis, j'ai vu le 7 et le 9. Mais bon. Il y en a une dizaine, je crois, à peu près maintenant. Et en parlant de ça, de drogue pour le protoxyde d'azote, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans la BD. C'est la prévention aussi qu'il y a dans la bande dessinée. Par exemple, moi, je travaille en cardiologie et sur le sel. Et il y a une planche, alors là, je ne vais pas chercher la page maintenant, mais je la mettrai lors du montage. Il y a une planche qui parle aussi de la prévention sur le sel et des maladies cardiovasculaires que ça peut amener. Il y a ça aussi qui est très intéressant, en fait, votre bande dessinée, c'est l'objet de prévention que c'est. Et est-ce que ça a été important pour vous, en plus de la vulgarisation, d'essayer d'avoir quelques cases de prévention de santé là-dessus? Oui, c'était important. Le protoxyde d'azote, honnêtement, j'ai eu des étudiants qui venaient me voir à la fin d'un cours en me disant, mais monsieur, est-ce que vraiment c'est dangereux parce que nous, c'est notre quotidien. Et en 5 minutes à la fin d'un cours, c'est difficile d'expliquer, de dire, bah oui, c'est pas, voilà, c'est compliqué de refaire l'histoire et d'expliquer pourquoi c'est dangereux. Là, je trouve que c'était une occasion assez sympa parce que on n'est pas dans un message qui est effectivement professoral pour dire non. Enfin, voilà, il y a c'est plutôt, c'est amené avec humour et donc je trouve que c'est un bon vecteur, ouais. Pour ça, ouais. Enfin, c'était aussi un objectif pour certains chapitres, quoi, où ça justifie. Mais même, enfin, tu vois, le peu de temps, bon, j'ai quelques années en officine, mon boulot, c'était de
de faire aussi ça, de la prévention vis-à-vis des médicaments, notamment des effets indésirables, d'interactions médicamenteuses, ce genre de choses. Je me rends compte à quel point il y a aussi un truc, c'est qu'en France, on consomme beaucoup de médicaments. Et parfois sans un réel intérêt, voire ça peut être nocif pour la santé. Et ouais, je pense qu'avec Nicolas, on était vraiment d'accord sur le côté prévention, information, et de potentiellement, voilà, si ça tombe entre les mains de quelqu'un qui n'est pas scientifique, mais qui se reconnaît un petit peu dedans parce que tout le monde est allé une fois dans sa vie dans une pharmacie pour acheter même du Doliprane, enfin du paracétamol, pardon. Et voilà, même du paracétamol, même si c'est en vente libre, enfin, pas besoin d'ordonnance pour ça, et faut quand même que le pharmacien explique les doses à respecter. Et voilà, parce que qu'est-ce que ça peut faire si on en prend trop? Parce que voilà, on ne veut pas trop prendre de paracétamol, ça peut être très douloureux. Voilà. Oui. Ça, c'est un bon message à dire. Et c'est vrai que la prévention par le dessin, c'est une bonne chose. Et on parle de prévention, on parle de vulgarisation. On a parlé du dessin et du niveau de vulgarisation qu'on devait avoir. Bien sûr, mon avis personnel, c'est que le dessin permet la vulgarisation scientifique. Est-ce que pour vous, le dessin accompagne aussi un discours de vulgarisation ou est-ce que le dessin peut servir à lui-même en tant que tel juste de vulgarisation scientifique? Est-ce qu'on pourrait pratiquement tout vulgariser, tous les phénomènes scientifiques que l'on connaît par le dessin sans faire de trop longs discours derrière? Je pense que c'est faisable. Après, il faut avoir le talent pour arriver à raconter ça. C'est un exercice assez complexe au final, c'est un exercice à part entière. Je pense que tout est vulgarisable en dessin, c'est sûr. Mais après, c'est la façon dont on le fait, quoi. Et ouais, je sais pas ce que tu en penses, Nicolas. Je sais pas, ouais, je pense que c'est un bon vecteur et que ça se suffit à soi-même, hein, sur certains sujets, mais malgré tout, c'est quand on rentre dans des trucs très complexes, c'est là où peut-être il faut, je sais pas si un dessin suffit, quoi. Il faut parfois une base de connaissances pour arriver à comprendre ce qui suit. Mais sur certains sujets, par exemple, je pense à la BD, on parle du pamplemousse et médicaments, où ça fait l'objet de plein de questions en pharmacie. Bon, là, je pense que l'histoire en elle-même suffit à comprendre les risques que ça peut amener. C'est assez précis, hein, dans l'information, et en même temps, je pense qu'une brochure comme ça, pour un patient qui pose la question mais pourquoi le pamplemousse, je peux pas le prendre avec mon traitement, une brochure comme ça serait beaucoup plus efficace qu'un long discours où on trouverait pas les mots, parce que parfois quand on explique des choses un peu complexes, il manque les images, quoi. Donc c'est exactement ça, hein. Quand on dit je vais vous faire un dessin, vous allez mieux comprendre, c'est ça, quoi. Bon, après, sur certains sujets, quand on rentre dans des trucs très très techniques, sur des récepteurs, peut-être un peu plus compliqué, mais Oui, c'est des questions, je pense que beaucoup de vulgarisateurs se posent. Comment vulgariser le plus possible sans perdre de détails, mais en étant le plus didactique possible et le plus pédagogique possible. Et c'est une chose, je trouve que votre BD apporte un peu une certaine réponse à ça, bien sûr. Comme a dit Nicolas, ça dépend de la complexité sans doute du phénomène à expliquer, mais je trouve que ça apporte une certaine réponse à cette idée de vulgarisation par le dessin. Et par l'humour aussi, j'ai envie qu'on parle de l'humour parce qu'il y en a pas mal dans la bande dessinée. Qu'est-ce qu'apporte l'humour à la vulgarisation et est-ce que c'est indispensable, nécessaire? On a parlé des anecdotes tout à l'heure au début et l'anecdote, bien sûr, permet de rentrer dans le sujet. Est-ce que l'humour, pour vous, qu'est-ce que ça apporte à la vulgarisation scientifique? Moi, je pense que ça permet de rester concentré sur le sujet. Enfin, en tant que, on va dire, peut-être consommateur de vulgarisation,
et de ne pas me perdre. Justement, si c'est en effet juste un cours magistral. Moi, mes souvenirs de cours de fac, les meilleurs cours que j'avais, c'est quand un prof amenait les choses de façon un peu rigolote, quoi. Et donc, moi, comme je te dis, je suis consommateur. C'est vrai que je prends souvent en référence, quand j'étais petit, je regardais C'est pas sorcier, c'était une émission que j'adorais. Et bah voilà, c'était bien expliqué avec des maquettes, avec des schémas, tout ça, et puis des dessins. Et aussi, c'était rigolo. Il faisait des petites blagues. Et il y a une autre référence, pour le coup, c'est de la bande dessinée, et c'est Marion Montaigne, qui est une excellente vulgarisatrice scientifique. Elle a fait Professeur Moustache, c'est Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Et elle a fait Dans la combi de Thomas Pesquet. Et en fait, elle aborde vraiment des sujets quand même assez complexes, je trouve. Mais elle a un humour vraiment, je rigole tout seul, en lisant ça. Et en même temps, j'apprends des choses. Alors, je dis pas que je retiens forcément tout d'un coup, parce que voilà, mais je sais que voilà, je me rappelle de choses et je peux toujours revenir dessus. Et je trouve ça, moi personnellement, en tant que lecteur, je trouve ça plus agréable, quoi. Voilà, pour avoir des notions quand on n'est pas du tout dans le milieu. Parce que bon, autant la science, ça me plaît, mais c'est pas parce que j'ai fait des études scientifiques que je maîtrise toutes les sciences. Et donc, et comme c'est vraiment, il y a plein de domaines différents, il y a vraiment plein de choses fascinantes à découvrir, quoi. Alors, je me permets de rebondir dans ce que tu dis, dans cette bande dessinée-là, La malédiction du cordon bleu. Je vais prendre un peu à la fin, si tu le permets. Il y a écrit les sons et vidéos qui ont rythmé la création de cette bande dessinée. Et le dernier, c'est Thinker Review. Ouais. C'est une chaîne, on va dire, de vulgarisation, de géopolitique, science, un peu de tout. Mais ils sont pas très connus pour être très marrants pendant les interviews non plus. Et ils arrivent quand même à vulgariser par leurs invités. Et je pense que c'est le format long aussi qui permet de le faire, mais ils sont pas connus pour être des comiques hors pair. Non, non, pas du tout. Non. Non, mais c'est vrai que je ne consomme pas que du contenu d'humour. Mais c'est marrant que tu en parles parce que justement, j'en ai écouté un aujourd'hui sur l'agroalimentaire, sur l'industrie agroalimentaire en plus, qui était hyper intéressant. Je l'ai pas encore écouté, mais quand je l'ai vu passer, ça m'a fait penser à directement Ouais. dessiner. Et pourtant, c'était il y a 2 ans, donc Non, alors c'est pas le même, parce que il me ouais. semble qu'il y en a un qui est passé là-dessus il y a pas longtemps. Ah, mais tu parles de celui qui a écrit Vous êtes fou d'avaler ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Et il faut l'écouter, il faut lire ces 2 livres. Moi, je les ai à la bibliothèque, il faut lire ces 2 livres. Mais après, on mange plus rien, alors c'est un peu compliqué. Ouais, j'ai un peu peur, mais c'est intéressant, quoi, d'avoir un regard de l'intérieur, quoi, du témoignage de ce qui se passe vraiment dans l'agroalimentaire. Mais c'est une émission qui est vraiment, je trouve, très enrichissante. Je me sens toujours un peu moins bête après. Et alors, je dirais pas que c'est de la vulgarisation, en fait. Je trouve que le concept, pour moi, c'est inviter quelqu'un et lui laisser 2, des fois 3 heures à bien développer son sujet. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que vraiment, on prend le temps, quoi. Et aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Moi, ça fait un moment que je regarde plus la télé parce que les seuls passages que je vois, ça me donne pas envie. Tout va trop vite. C'est que des punchlines, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas intéressant. Et c'est vrai que prendre le temps, à un moment donné, il faut quoi. C'est nécessaire parce que sinon, on n'avance pas, en fait. Oui, c'est ça, c'est nécessaire et je trouve que c'est intéressant. Alors, juste un petit point, quand j'ai reçu la bande dessinée, je voulais te demander justement si tu avais lu Vous êtes fou d'avaler ça et son second livre sur le bio. Mais je conseille vraiment les livres. Je conseille vraiment les livres parce que dans Thinkerview, il dit des choses, dans le livre, il en dit d'autres et je conseille vraiment ça. L'histoire du jambon, je pense que ça va choquer les 3/4 d'entre nous. L'histoire des crevettes aussi, où il vend des crevettes et puis il dit à sa femme de les jeter parce qu'il sait que ce qu'il vend, c'est pas bon. Tous les camions qui racontent sur les tomates en Chine. Alors,
Ça, c'est le premier point. C'est vrai que je voulais te parler de ça. Mais le Thinkerview, tu dis, c'est pas de la vulgarisation. Je vais me mettre un peu en défaut parce que ils arrivent quand même à prendre des sujets, enfin, en tout cas, les intervenants qu'on connaît pas du tout. Je prends le dernier Thinkerview que j'ai écouté, c'est la dame qui passe un peu partout, là, qui parle là, de l'eau, l'hydrologue qui nous parle des circuits de l'eau et de pourquoi est-ce qu'on en a moins sur la planète, etc., et ce qui risque de nous arriver avec les sécheresses. C'est un sujet que 99,9% d'entre nous, on maîtrise pas du tout. C'est-à-dire le cycle de l'eau, on l'a appris quand on était au collège, mais entre-temps, on l'a oublié. Et puis, la quantité d'eau potable, etc., c'est un sujet qu'on maîtrise pas. Mais le fait que ce soit un temps long, en fait, ils arrivent à nous faire comprendre leur sujet et à, quelque part, à vulgariser leur sujet. C'est-à-dire que quand on a écouté les 2 heures ou 3 heures des interviews de divers intervenants, on comprend mieux quel est leur sujet, quelle est leur recherche et qu'est-ce qu'ils font. Et en fait, on a appris beaucoup de choses aussi. Non, mais tu as raison dans le sens où c'est l'invité qui finalement est le vulgarisateur ou la Oui, vulgarisatrice. oui. Et des fois, quand c'est un petit peu trop complexe, ils remettent un petit peu dans le chemin justement, oui, du tout public, on va dire. Mhm. Et c'est vrai que d'un point de vue, oui, géopolitique, économique, des fois, économie, ils sont. Moi, je suis plus trop parce qu'eux, ils savent de quoi ils parlent, mais celui qui écoute, ils l'ont oublié, quoi. Mais ouais, mais c'est quand même intéressant. Enfin, je trouve ça. C'est quand même intéressant, oui, je trouve que Ouais. c'est quand même intéressant. Bon, après, il y a des invités des fois qui sont un peu louches, on va dire, mais c'est. Mais je trouve ça, ouais, moi je trouve ça bien que justement, ils donnent la parole à tout le monde et de pouvoir les confronter. Mm. Après, voilà. Euh, alors ça c'est une chose sur la longueur et c'est pour ça aussi je pense que ça peut être intéressant de faire plusieurs tomes de pharmacologique, c'est que je pense que si on fait aussi une série de livres comme ça permet d'aborder plus de sujets et peut-être aussi si les gens lisent le premier qu'ensuite ils sont intéressés par avoir une série de 2 ou 3, cela permet de faire pas de faire comme un Thinkerview sur une interview orale plus longue, mais disons d'avoir quelque chose qui soit plus long et les gens vont rentrer un peu plus dans le sujet, peut-être justement regarder un peu plus sa bibliographie et s'intéresser un peu plus au sujet. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Oui, oui, c'est sûr, parce qu'il y a des sujets qu'on a abordés sous un angle particulier en prenant un médicament pour faire ressortir, je sais pas, une interaction médicamenteuse. Et il y a plein d'aspects de ce côté-là. Donc ça peut être, oui, plusieurs histoires qui viennent construire un peu une connaissance autour d'un concept. Donc oui, oui, c'est sûr, ouais, on a de quoi faire. Hein. Ouais, je pense que le talon, c'est intéressant. Comme dit Vincent, on prend plus le temps maintenant de regarder ou la télévision. Je pense qu'Internet et le dessin et tout ça remet en place tout ça et Mm. ça peut être vachement bien de voir ça. Donc, je pense que c'est intéressant. Alors, en fait, je m'aperçois qu'on a parlé de tout ce dont on devait parler, en fait, sur les thèmes. On est allé assez vite. Je suis en train de regarder, j'ai dit, on arrive déjà à la fin. Euh, je me posais la question de la suite. Alors, vous avez parlé potentiellement d'une suite à pharmacologique. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous pourriez avoir chacun ou ensemble en tête? Alors, je rappelle quand même la dernière BD de Vincent sur l'industrie agroalimentaire que j'ai commencé il y a 2 soirs et qui est très, très intéressante hein, et qui explique un peu l'histoire aussi de l'agroalimentaire et de comment on en est venu là et pourquoi est-ce on en est là. Et je trouve que c'est bien de faire cette historique-là. Quels sont vos projets pour la suite, outre potentiellement Pharmacologix numéro 2 et 3? Alors, bah, moi de mon côté, j'ai quelques projets qu'il faudrait, enfin, un peu plus enfin, pas perso, mais qui pourraient peut-être intéresser un de mes éditeurs, mais j'en parle pas maintenant. J'attends de monter un peu le dossier pour lui présenter et ce serait sûrement en collaboration avec une asso locale de chez moi. Et puis, bah, après, moi,
je fais des petits strips ou des planches d'humour, aucun rapport avec la science, hein, mais avec un copain qui a lancé un magazine mensuel d'humour. Vraiment, c'est juste de l'humour et on s'est dit qu'en ce moment, bah, c'est vrai que ça peut faire du bien. Donc voilà, ça s'appelle Théma et c'est un abonnement Patreon. Voilà, pour 3 euros par mois et un magazine en PDF qu'on reçoit tous les mois. Voilà. Donc ça, on peut mettre le lien aussi en description pour que les gens puissent regarder ça. Et pour Nicolas, d'autres projets de bande dessinée ou de livres ou de podcasts, par exemple, ou quelque chose comme ça pour vulgariser un peu plus la pharmacologie? Pas de projet très précis. J'avoue que la BD, moi, alors j'aime beaucoup la BD. Je suis moins connaisseur que vous deux, hein, mais pour moi, c'était un projet totalement inattendu. C'est-à-dire que j'avais pas du tout ça en tête. Donc ça a été un super projet. Et je suis vraiment très content qu'on ait pu faire ce travail et arriver au résultat. Après, la vulgarisation, moi j'en faisais sur Twitter. J'avoue que la période qui s'est écoulée là avec tous les débats un peu stériles qu'on a eu sur plein de médicaments un peu fantasques m'ont un peu essoufflé et c'est vrai que je me suis un peu éloigné de ça. Mais j'ai toujours, dans les projets, moi, c'est plutôt autour de la pédagogie, quoi. J'aime bien changer de méthode pédagogique. Donc là, la BD, je l'utilise évidemment. Hein, je change un peu la façon d'aborder les cours avec souvent des extraits de la BD. Et donc, voilà, peut-être d'autres histoires comme ça. Mais j'avoue que j'ai pas de projet à grande ampleur comme ça. J'espère qu'on pourra faire un deuxième pharmacologique parce que c'est vrai que c'était une super expérience. Super expérience dans le résultat parce que c'est chouette d'avoir pu faire ça et puis aussi le faire est vraiment c'est vraiment intéressant parce que il y a tout le travail autour du dessin, il y a tout le travail autour du scénario pour essayer de digérer une histoire et d'arriver à faire une histoire qui se tienne sur un sujet. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, c'est aussi l'occasion de découvrir des choses, quoi. Parce que j'avoue que sur certaines histoires qu'on a rédigées, quand on creuse un peu l'historique, il y a des choses qui ressortent qui sont assez étonnantes, quoi. Et j'en découvre encore. Hein, je fais passer beaucoup de thèses de fin d'études de pharmacie et à chaque fois, quand il y a une petite partie historique, je tombe sur des pépites, sur des histoires de médicaments ou des histoires de plantes et à chaque fois, je me dis c'est le genre de truc qu'il faudrait adapter en BD parce que il y a des trucs un peu cocasses quoi, quand on creuse un peu. Donc voilà, aller vers ça, je trouve que c'est un exercice intéressant. Mais je pense que oui, c'est intéressant de faire ça. J'ai une question à poser par rapport à l'humour. On a oublié de poser tout à l'heure. Tu as parlé que tu racontais des anecdotes dans tes cours. Est-ce que tu utilises aussi beaucoup l'humour dans tes cours en amphi devant les étudiants? Est-ce que c'est un outil que tu utilises pour justement concentrer les étudiants là-dessus Un petit peu, j'aime bien parce que je pense que ça joue, c'est ce que disait Vincent, ça joue alors sur la concentration ou sur la motivation, ou parfois ça réveille aussi. Hein. En cours, quand au milieu de quelque chose assez sérieux, on sort une anecdote qui dérange, on voit les têtes qui se lèvent et qui se disent mais qu'est-ce qu'il raconte. Donc moi j'aime bien, j'ai une façon d'enseigner qui est assez peu formel, quoi. J'utilisais beaucoup Twitter dans mes cours avec parfois des challenges que je postais sur Twitter et on en discutait avec les étudiants. Donc, j'aime bien introduire des touches d'humour et puis des touches un peu décalées dans les cours parce que je pense que c'est ce dont on discute, hein, la vulgarisation, c'est aussi ça. On peut enseigner sérieusement des choses parfois complexes qui ont un impact sur la santé, en le faisant avec humour, quoi. On n'a pas besoin d'être forcément très sérieux pour enseigner quelque chose qui
est complexe ou qui est au contraire, quoi. Je pense qu'il faut aider un peu les étudiants à ce que ce soit un peu plus facile à comprendre et à digérer, quoi. Donc l'humour, ça sert aussi à ça. J'ai envie de poser une question aussi sur les techniques en pharmacologie. Je profite aussi sur la chaîne d'avoir un professeur en pharmacologie. Dans la bande dessinée, il y a un comic relief, c'est le chercheur qui a un œil sur le microscope et qui dit « Hop, je vois un truc, j'ai trouvé un truc ». Et on utilise de plus en plus aujourd'hui pour la découverte de médicaments, de ce qu'on appelle des techniques in silico, qui est l'informatique, et avec les programmes pour voir un peu les médicaments. Qu'est-ce que ça apporte par rapport à ce qui... Alors ça c'est au professeur que je parle et que je pose la question. Qu'est-ce que ça apporte par rapport aux techniques passées d'utiliser l'informatique pour voir par exemple des interactions entre médicaments ou des interactions entre une molécule d'intérêt et un récepteur? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose qui dans la réalité existe ou est-ce que c'est plus des conditions hypothétiques et des probabilités que ça marche comme ceci? Non, je pense que ça a vraiment un intérêt. Sur des choses sur lesquelles on travaille, par exemple dans l'équipe dans laquelle je suis, il y a cette notion de comment un médicament est transporté à travers une membrane cellulaire, comment il va interagir avec la membrane cellulaire. Bon, ça c'est vrai que c'est extrêmement compliqué à étudier de façon expérimentale parce que en microscopie, à l'échelle de molécules comme ça, qui sont des petites molécules chimiques, on n'arrive pas à cette résolution. Ou alors... Donc le fait de pouvoir modéliser de façon informatique les interactions qu'il y a au niveau de la membrane ou avec une protéine et de voir comment la molécule va pouvoir se positionner chimiquement en ayant sa structure, c'est hyper intéressant. Et c'est relativement robuste, quoi. En tout cas, ça apporte des choses. Donc, après, l'intérêt aussi, c'est d'aller beaucoup plus vite quand on développe des médicaments. Bon, c'est vrai qu'initialement, l'approche était de dire j'ai une structure chimique, je vais essayer de voir si elle peut avoir un effet sur telle ou telle substance. Aujourd'hui, on travaille avec des banques de molécules et tout ce qui est modélisation moléculaire permet de tester beaucoup plus de choses. Alors, in silico, quoi, mais ça permet aussi de faire le tri et de gagner du temps ensuite en se disant ça on a peu d'arguments sur le plan informatique que ça puisse donner quelque chose. Donc je pense que c'est intéressant. Ça, il faut peut-être si vous faites un pharmacologie 2, ça peut être intéressant aussi de parler justement de l'in silico et de discuter de ce que ça apporte et des découvertes qui ont pu être faites ou du temps qu'on aurait pu éviter de perdre sur certaines. Par exemple, on peut se poser la question, est-ce que l'hydroxychloroquine, si on avait essayé de voir in silico ce que ça pouvait donner, est-ce qu'on aurait... Bon, la réponse, elle est, comme on dit, répondue dans le livre, mais est-ce qu'on n'aurait pas perdu aussi moins de temps à débunker le professeur Raoult en disant non mais informatiquement par exemple on voit bien que ça fonctionne pas du tout et qu'il faut arrêter de discuter de ça. Oui, c'est vrai. Alors je sais pas, ouais, ça c'est la limite. Je sais pas si sur des choses, sur des sujets comme ça ou sur des pathologies nouvelles, on a les moyens in silico d'aller chercher des preuves qui sont suffisamment robustes. Mais en revanche, il y a des notions de pharmacologie sur des notions un peu mathématiques sur quand on a alors l'hydroxychloroquine ça a été un débat, mais il y a d'autres molécules dont on a parlé comme l'ivermectine. L'ivermectine sur des cellules ça fonctionne, mais quand on regarde la quantité de médicaments qui peut rejoindre le site d'action et enfin qui est nécessaire pour que ça fonctionne chez l'homme, c'est quand on fait le calcul mathématiquement, on se rend compte que c'est pas possible, sauf à prendre des kilos d'ivermectine. Et donc il y a parfois c'est de la modélisation aussi assez simple, c'est des calculs mathématiques qui sur la base d'éléments pharmacocinétiques très très simples qui permettent de dire ça marchera pas, quoi. Et ça, je pense que ça a été négligé dans pas mal de cas, quoi. Après, j'ai une question pour vous deux, puisque j'ai envie un peu qu'on lit un peu la crise sanitaire et ce qui s'est passé sur Internet et un peu partout avec votre bande dessinée.
c'est la confiance qu'ont les gens sur les médicaments, sur l'industrie pharmaceutique et sur ce qu'on appelle les porteurs de science, c'est-à-dire ceux qui vont expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que le fait de le faire en bande dessinée, est-ce qu'on ne permet pas aussi de recréer une confiance entre le public et le chercheur d'un côté, le public et, on va dire, le médecin et l'entreprise pharmaceutique de l'autre? Question pas simple, je suis d'accord. En fait, moi, c'est un peu mon avis juste de consommateur d'Internet. Le problème, c'est qu'il y a... En fait, quand tu as un débat qui est passionné, je remarque, hein, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, en fait, c'est pas constructif parce que personne veut écouter l'autre et veut absolument parler de son propos à lui, de ses convictions, et va pas du tout écouter l'autre interlocuteur. Et ça, c'est un peu le problème, je trouve. Donc, je sais pas si quelqu'un qui est foncièrement convaincu qui est un fan du professeur Raoult, il va lire notre BD, mais il va se dire, bah ouais, mais en fait, c'est des vendus de Big Pharma, ou tu vois, ce genre de choses. Je sais pas si on peut forcément regagner la confiance. Ce que je pense qui est important, c'est juste au moins de transmettre une information qui fait qu'après, le lecteur va en faire après ce qu'il veut, c'est sûr. Mais au moins, on a été là pour dire, bah voilà comment ça se passe, on a apporté un petit grain de sable, et puis après c'est plus entre nos mains, quoi. Oui. Je pense qu'il y a, ouais. Mais moi, je pense qu'il y a un élément qui est intéressant, c'est aussi la perspective historique. Parce que on a beaucoup utilisé ça dans la BD. Et dans plusieurs histoires, on montre que finalement, on est parti de produits naturels à la base, un produit qui avait été découvert par hasard, et que c'est vraiment l'industrie pharmaceutique qui a permis d'en faire des médicaments dont on connaissait les effets, dont on maîtrisait les quantités. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, on oppose souvent produits naturels et produits un peu de la chimie, en disant l'industrie pharmaceutique, c'est de la chimie. Moi, je préfère un produit naturel. Quand on regarde un peu l'histoire des médicaments, ça a été l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Quand on parlait de la quinine, la quinine, ok, initialement, on arrivait à trouver de façon naturelle, mais sauf que personne n'était capable de contrôler la quantité. On faisait des infusions, des trucs. Donc, ça marchait ou ça marchait pas. Et c'est quand même la chimie moderne qui a permis de faire des médicaments, quoi, et de traiter des maladies comme le paludisme grâce à ça, quoi. Et à l'époque, les gens étaient, j'imagine, en tout cas, quand on lit un peu l'histoire, c'est ce qu'on perçoit, c'est que les gens étaient super contents que des chimistes arrivent à isoler des produits, à les purifier et à en faire des médicaments, quoi. Et aujourd'hui, on a presque l'impression qu'il faudrait revenir en arrière parce que c'est pas naturel. Donc, je trouve qu'il y a ce message, quoi, qui est dans la BD, dans plusieurs histoires. Il y a toute l'histoire de l'industrie pharmaceutique, finalement, qui est au final quand même à apporter énormément de choses. Et c'est une façon aussi de faire passer ce message. Et dans une BD, c'est assez facile parce qu'on peut dérouler un fil comme ça en quelques planches pour expliquer un peu cette histoire-là, quoi. Alors ça, c'est un très bon point. Ça, c'est une très très bonne réponse. Et en fait, ça rejoint aussi la question que j'avais sur la seconde BD, mais je pense qu'on fera une vidéo spéciale là-dessus, sur la malédiction du cordon bleu, où en fait, on a l'impression que pour l'industrie agroalimentaire, il y a eu quelque chose de similaire. C'est-à-dire que l'industrie agroalimentaire a transformé, c'est ce que tu racontes, en tout cas au début de la bande dessinée, là où j'en suis, a transformé l'aliment pour le rendre plus calorique et puis pour qu'il soit plus commercialisable et plus stockable, etc. Et on a l'impression qu'on veut revenir un peu en arrière, avant, on va dire, le 19e siècle, un peu cette transformation. Il y a quelque chose, est-ce que vous ne trouvez pas de similaire entre l'industrie pharmaceutique et l'image que l'on en a aujourd'hui et la façon dont on veut revenir, comme tu disais, Nicolas Narrière, et l'industrie agroalimentaire? Alors, même si dans les deux industries, il y a eu des excès aussi qui ne sont pas toujours négligeables, il faut le dire, mais est-ce qu'il n'y a pas ce retour justement un peu similaire entre les deux?
je sais pas si on a été aussi loin dans l'industrie pharmaceutique, mais c'est vrai que j'ai lu la BD de Rob et j'ai adoré. Et il y a effectivement, je suis tout à fait d'accord, il y a cette image. Et moi, j'ai découvert un peu ça, quoi, de se dire, l'industrie agroalimentaire, c'était quand même initialement pour tirer un meilleur parti de choses ou conserver des trucs. Et puis on a dérivé un peu en transformant. Je ne sais pas si dans l'industrie pharmaceutique on en est là. Enfin, je sais pas, j'ose espérer qu'on n'a pas atteint cet excès. Peut-être pour certains médicaments, quand on voit des tisanes à base ou des formes un peu aux États-Unis, quand on arrive à faire une dosette comme une dosette de capsule pour un café, puis que c'est du paracétamol qui sort en tisane. Bon, là, on va peut-être un peu trop loin, mais. C'est-à-dire, faut pas après tomber. C'est un peu compliqué. En fait, l'industrie, que ce soit l'agro-industrie ou l'industrie pharmaceutique, à la base, elle est là normalement pour juste le bien de tout le monde. Et en fait, le point commun qui est entre les deux et qui fait qu'il y a une sorte de méfiance de la part des consommateurs ou des patients, c'est juste qu'il y a les dérives de la course au profit et où tous les moyens sont bons pour ce profit maximal qui, du coup, ne fait plus passer l'intérêt du bien commun, quoi, en premier plan. Et donc, c'est là où ça devient problématique, parce qu'en soi, on a l'agro-industrie, on en a eu besoin, on en a encore aujourd'hui besoin. Enfin, c'est juste qu'à un moment donné, ils ont les moyens de faire les choses bien. Et voilà. Là, tu vois, en effet, on en reparlera, mais dans la malédiction du cordon bleu, il ne s'agit pas de dire plus d'agro-industrie, c'est fini. Non, c'est juste de dire on en a besoin parce qu'ils ont quand même sauvé des vies, hein, enfin, que ce soit la Big Pharma ou Big Food, a sauvé des vies. Et c'est juste qu'aujourd'hui, il faudrait juste qu'ils se calment un peu sur ce côté, sur l'argent, quoi. En fait, le problème, c'est l'argent. Mais bon, c'est le monde actuel et c'est toutes les grosses industries comme ça qui sont liées à la santé, liées juste à la vie des êtres humains. C'est compliqué quand le besoin de toujours plus d'argent entre en jeu. C'est là où ça devient problématique, je pense. Alors que pour moi, c'est génial ce qui s'est passé. Enfin, l'essor industriel, ce qu'on a pu faire, la technologie en 2 siècles, tout ce qui s'est passé, c'est incroyable, quoi. D'un point de vue scientifique, je trouve ça fascinant, quoi. Après, je pense que dans l'industrie pharmaceutique, il y a malgré tout une régulation qui est un peu plus forte. Il y a des agences réglementaires, il y a les scientifiques, même si il peut y avoir des conflits ou des liens d'intérêt, mais honnêtement, on est quand même sur un système qui est encadré et qui minimise les dérives, quoi. Même si les gens, effectivement, ont peur ou ont perdu confiance sur ces aspects réglementaires-là, quoi. Alors, la question de la confiance est intéressante, mais ce que soulevait Vincent sur l'argent l'est tout autant. Et j'ai envie de parler de ce qui se passe actuellement, à savoir, nous, en tant que chercheurs, enfin en tout cas les personnes qui se prononcent sur Internet, on essaie surtout de lutter contre ce qu'on appelle la désinformation scientifique. Et cette désinformation rapporte beaucoup de sous, mais pas que. C'est-à-dire que les gens n'ont plus confiance, en fait, on va dire, à la parole officielle de l'industrie pharmaceutique ou de l'agroalimentaire, mais vont écouter des gens qui vont leur proposer totalement l'inverse et de manière plus dangereuse. Je peux parler de Thierry Casasnovas qui va proposer des extracteurs de jus en disant qu'il faut tout manger cru et que ces extracteurs vont permettre, si on l'utilise bien, de sauver du cancer, etc. Je peux parler de tous ceux qui sont en train de vendre des produits, soit disons naturels, enfin qui veulent dire comme naturels, qui sont des types de compléments alimentaires, etc., et qui vont faire beaucoup de sous avec. De notre côté, on a aussi des
des gens qui vont expliquer que la pharmacie, c'est pas bien, alors ils vont proposer tel type de produit, souvent des tisanes d'ailleurs, ou des herbes, enfin des trucs, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, et qui vont vendre ça à des prix fous. Ou alors ils vont expliquer que si on prend telle antenne, alors par rapport aux vibrations quantiques, on va pouvoir soigner tel cancer. Donc, en effet, il y a les sous qui sont faits et qui sont dus aussi aux recherches et développements dans ces deux industries-là. Mais il y a également beaucoup de sous qui est fait dans la désinformation, dans la vente de produits qui ne marchent pas, dans l'espoir finalement des gens, et qui est infiniment plus dangereuse que certains scandales qu'on peut avoir dans l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire. Comment vous analysez un peu cette situation qui est la situation actuelle, avec d'un côté les gens ont dit il faut surtout pas écouter l'industrie pharma ou l'industrie agroalimentaire, mais on a un Thierry Casasnovas qui fait chacune de ses vidéos 500 000 vues et je ne sais pas combien de millions d'euros de chiffre d'affaires par année pour vendre ses extracteurs. Comment on fait enfin, quel est votre aperçu et après comment on fait pour lutter contre ça, essayer de redonner confiance aux gens à la recherche elle-même, parce que finalement, c'est ça dont il s'agit lorsque surtout on parle de l'industrie pharmaceutique, c'est de la recherche elle-même qui est mise à mal dans l'idée des gens, enfin, dans la façon dont elle est vue. Je sais pas. C'est difficile hein, de lutter contre la désinformation. Enfin, c'est tout ce que vous faites avec des chaînes comme ça. Mais on a l'impression que c'est compliqué, quoi, hein, quand on regarde effectivement le poids que peuvent avoir ces personnes-là. Parfois, c'est un peu désespérant. Hein. C'est sûr. Enfin bon, après si on parle de tout ce qui est de l'ordre, on va dire du complotisme, j'y connais pas grand-chose, mais c'est vrai que on entend. Enfin, j'ai vu passer bien sûr, hein, enfin, parce que sur Twitter, sur Internet, on voit passer tout. Mais en effet, des gens du style, ça va être n'écoutez pas Bigfoot, il vous mente, mais par contre, il va falloir écouter quelqu'un qui va vous vanter les mérites de telle chose. Enfin, c'est clairement du charlatanisme. Et donc, du coup, tu te dis, mais en fait, tu tombes dans le même panneau que ce que tu dénonces. Et donc, ça, c'est pas logique. Mais je sais pas, ouais, je sais pas. Et je trouve qu'en fait, je reviens à dire, c'est qu'on a tout de suite envie, c'est un peu le réflexe, c'est sur Internet, tu as envie de t'énerver, de te dire, mais tu as tort de dire ça. Et en fait, s'énerver, bah, c'est le combat est perdu d'avance. Et donc, regagner la confiance du public et de l'opinion publique. À mon avis, c'est un travail qui est de très longue haleine, parce que je pense que une désinformation va arriver vachement plus vite dans la tête des gens que la déconstruction de cette désinformation qui va prendre sûrement des années. Parce que justement, il y a tout un... mais justement, un peu le père du complotisme moderne avec, j'ai plus son nom, mais tu dois savoir, qui du coup engrange des millions et des millions de dollars parce que... Oui, l'américain, je ne me rappelle plus de son nom, mais voilà. je parle. Je crois que c'est un Anglais à la base, mais qui s'est exilé aux États-Unis, non, pour ça. Et en fait, c'est juste le fait de cliquer sur Facebook, tu vas cliquer vers un lien qui renvoie à un blog et tout ça, ça engendre juste de l'argent. Et donc, le complotisme fait que ça profite à des mecs qui sont convaincus, ou peut-être pas forcément, mais au final, c'est juste qu'ils s'enrichissent sur ces croyances, en fait. Et donc, c'est compliqué parce que au final, c'est des gens qui sont puissants parce qu'ils ont ils rayonnent quand même partout dans le monde. Et je sais pas, donc du coup, faut qu'on continue un petit peu. Enfin, moi, je fais ça. Je sais pas, j'aime bien faire de la vulgarisation et je veux pas. Comme je te dis, c'est mon petit grain de sable, mais je fais ce que je peux à mon niveau. Et toi, tu fais ce que tu fais aussi au tien, et on espère que dans cet océan d'infos et de désinfos, quelqu'un qui veut aller s'informer, bah, il tombe sur la bonne
sur le bon site, quoi. Ce qui est difficile, oui, ce qui est difficile. C'est presque à l'école quoi qu'il faudrait l'envisager parce que c'est presque à l'échelle d'une génération quoi, que ça se fera. Enfin, parce que malgré tout, on peut enseigner, enfin, on l'enseigne en médecine et en pharmacie sur les sources d'information, comment je valide une source, on l'enseigne peut-être spécifiquement dans les études de santé. Il faudrait peut-être enseigner de manière plus globale assez tôt aux jeunes, voilà, d'essayer d'identifier à qui on peut faire confiance, sur quelle base. Est-ce qu'une vidéo TikTok, ça apporte systématiquement une information robuste? Je sais pas. Mais je pense que c'est à l'échelle de génération parce que là, on est dans enfin, il y a eu un essor énorme des réseaux sociaux et des outils de communication et je pense qu'il y a eu une dérive à ce niveau-là, quoi. Enfin, ça a donné en tout cas une parole à des gens qui l'avaient pas forcément ou qui l'avaient de façon plus confidentielle, quoi. Il y avait forcément des livres ou des choses comme ça, mais je sais pas. Donc peut-être, ouais, je pense que c'est à l'échelle d'une génération que ça pourra s'améliorer. Dans la vidéo que j'avais fait j'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur un peu l'historique du mouvement anti-vax. En faisant mes recherches, j'avais découvert que sur les 100 premiers sites internet américains, donc on parle à peu près au milieu des années 90, 6 étaient anti-vax. Ouais. C'est-à-dire sur les 100 premiers sites qu'aux États-Unis ils sont, alors je dis les chiffres de mémoire, c'est peut-être 5 ou quelque chose comme ça, mais je veux dire, il y avait une quantité assez importante de moins de 10%, mais entre 5 et 10% de sites internet qui étaient anti-vax. Et en fait, en effet, il y a eu un essor de l'anti-vaccination, par exemple, dû à Internet, avant même les réseaux sociaux, en fait, dû à Internet, parce qu'ils se sont positionnés directement sur Internet, là où on leur donnait pas la parole, parce que dans les médias, on leur donnait pas la parole. Donc, ils sont allés sur Internet, qui était un espace plus libre. Et ça s'est diffusé, mais je trouve en fait intéressant la façon dont les gens réagissent parfois à l'industrie pharmaceutique, par exemple, on l'a vu à l'hydroxychloroquine, mais vont écouter n'importe qui prêt à leur vendre n'importe quoi pour eux faire des sous, et sans comprendre un peu la recherche qu'il y a dans l'industrie pharma, et je trouve un peu dommage en fait. Et la question que je me pose finalement, et j'avais fait une vidéo qui s'appelait Est-ce que la recherche n'est pas responsable du complotisme, c'est en me disant est-ce que finalement on n'est pas responsable par deux côtés, enfin en tout cas nous chercheurs et peut-être professeurs à l'université. Le premier c'est de ne pas travailler sur les discours que certains scientifiques certains chercheurs peuvent mener dans les médias, professeur Raoult, Perron, Henri Oncode, etc. Et le second point, c'est en n'expliquant pas suffisamment ce qu'est la recherche, en n'expliquant pas suffisamment ce qu'est le temps long, comment on travaille, etc. Alors, je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus. Je précise que ma vidéo avait été très très critiquée sur Twitter. En tout cas, la communauté de recherche qui me suit m'est tombée dessus bien comme il faut. Mais voilà, je voulais savoir quel était votre avis aussi là-dessus, le rôle du chercheur et du professeur dans cette lutte-là. Je ne sais pas si on aborde la question des médias, on est aussi dans une dérive qui est une dérive de profit ou en tout cas d'audimat où c'est difficile d'avoir la parole on l'a vu il y a des gens qui ont eu la parole systématiquement parce que c'était ce qui faisait de l'audience et là il y a eu un défaut peut-être journalistique sur le choix des personnes à qui on donnait la parole, mais parce qu'ils donnaient la parole aux gens que la majorité voulait écouter à un moment et ça ne faisait qu'amplifier ce phénomène. Donc je ne sais pas si on communique pas assez ou si c'est peut-être pas suffisamment intéressant d'expliquer ou en tout cas ça fait peut-être pas vendre suffisamment. Non, c'est des questions que je laisse ouvertes parce que en fait, j'ai pas la réponse à tout ça. Moi, je donne un point de vue, mais ça reste mon point de vue, mais c'est vrai que j'ai pas la réponse à tout ça. C'est des questions, je pense, qui sont compliquées. Il y a un truc sur justement je pense, le chercheur pour le commun des mortels, on va dire. Professeur Raoult incarnait le chercheur. C'était voilà, ça ressemble à ça un chercheur. Et c'est que ça. Et donc je pense qu'en effet les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est ce métier, parce que chercheur et scientifique, enfin c'est quand même tellement de domaines
enfin, même dans chaque domaine, bah, tu peux avoir vraiment plein de sous-domaines, je sais pas comment expliquer ça. Et en fait, on imagine le savant fou dans son laboratoire poussiéreux, tu vois. Je pense qu'il y a un peu cet imaginaire-là. Et du coup, quand il est arrivé, bah, c'est sûr que pour les médias, c'était parfait. Et bon, après, je connais pas trop, j'ai pas suivi d'autres scientifiques médiatisés parce que je saturais un petit peu à cette période. et, et en fait, en effet, tu disais, c'était quand même une responsabilité des journalistes de faire ça. Et c'est là où c'est important, au final, de croiser les infos, quoi. C'est-à-dire de pas forcément de toujours s'informer sur le même site, même que ce soit même des sites, on va dire, mainstream, ou de bord, tu vois, on va dire, un média de gauche ou de droite. Enfin, si on va dire, tu t'informes toujours sur un média de gauche, bah, tu vas potentiellement louper des infos tu vois, que tu aurais dans un média de droite et où, tu vois, bon, moi, je me méfie un peu toujours. C'est vrai que je me rendais compte, moi-même, à un moment donné, je consommais pas mal de médias plutôt à gauche et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, il faut quand même se multiplier les infos et on va dire de sources sûres. Je sais pas comment on peut trop expliquer ça parce que je sais je crois que c'est Le Monde qui avait fait un site qui s'appelait Décodex. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut vraiment, mais je trouve que c'est plutôt pas mal de faire ça. Ça permet de savoir si tel site ou tel site a tendance à faire des fake news ou pas. Voilà. Parce que sur Internet, c'est vrai que tu peux vite tomber sur des sites qui racontent n'importe quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est assez facile à créer, c'est sûr. Et qui sont souvent aussi, enfin, qui peuvent être très bien faits en plus, hein, qui ont l'apparence je pense, d'un site de médias traditionnel, sérieux, tout ça. Mais c'est sûr que si on regarde, par exemple, si on regarde toute la journée BFM, CNews, qu'on s'informe que par ça, enfin, en plus, je pense, ça te vraiment modèle le cerveau. Et il faut arriver à ouvrir un peu le spectre et à écouter. Et pouvoir, en fait, ça permet de faire sa propre opinion aussi, je pense. Enfin, même si tu lis deux trucs complètement différents, bon, bah, tu peux peut-être identifier un peu plus les sources. Alors, ça prend du temps. Le problème, c'est que ça prend du temps et qu'aujourd'hui, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, tout va vite et il faut que, voilà, la télé, il faut des petites interviews d'1 minute 30 et donc il faut des petites punchlines pour faire de l'audimat, tout ça. Ce qui fait que c'est un peu compliqué, quoi. Et c'est une responsabilité, je pense, personnelle de prendre du recul. Et tu parlais de génération, et il faut que ce soit en effet par l'école d'arriver à développer l'esprit critique. Pas en faisant un cours, mais il faudrait que ce soit un cours par semaine, quoi. Tu vois, je pense que c'est hyper important, ça. Puis c'est intéressant, je pense, personnellement. Enfin, tu vois, je pense que tu te construis autrement aussi. Moi, je sais que personnellement, j'ai mis vachement de temps à voir mon propre esprit critique. Tu vois, c'est venu assez tard. J'aurais préféré à l'école, tu vois, qu'on me l'enseigne, quoi. Oui, c'est vrai que l'école, comme dit Nicolas, peut avoir un rôle d'enseignement aussi là-dessus. Il y a des projets qui essaient d'être montés. Je pense que c'est aussi difficile parce qu'il y a toujours le problème du manque de moyens aussi de l'éducation, qu'elle soit nationale ou supérieure. C'est toujours un peu le souci. En tout cas, moi, je pense que dans votre bande dessinée, vous avez quand même ouvert une certaine voie, à savoir le fait aussi de parler du médicament par le dessin, par l'humour, par les références geeks, et de déconstruire aussi peut-être certains discours qui sont trop facilement acquis sur Internet. Alors, je vous remercie pour ça. Je vous montre encore une fois la bande dessinée. Bien sûr, elle sera tout au long de... Je vais essayer de faire des petites vignettes peut-être pour mettre là tout au long. Là. Je verrai si j'arrive à faire ça dans le montage. Est-ce que vous avez, pour terminer l'interview, quelque chose à rajouter, un point qu'on n'aurait pas abordé, quelque chose qu'on aurait pu oublier, qui peut être intéressant aussi par rapport à la bande dessinée ou par rapport à l'information scientifique, on va dire, en général, puisque c'est aussi le but de la discussion.
moi, je trouve que c'était très intéressant en tout cas. Enfin, on a abordé plein de sujets et vraiment merci quoi pour l'invitation parce que ouais, bah, encore une fois, tu vois, prendre le temps de discuter, d'aborder des sujets dont on n'a même pas forcément parlé entre nous avec Nicolas, c'est hyper intéressant. Donc ouais, merci beaucoup. Là comme ça, non, j'ai pas trop de choses à rajouter. Non, moi non plus. Hein. Effectivement, on a balayé plein de choses, c'est intéressant. Hein. Je pense, je me permets, Nicolas, on va peut-être terminer par un point, c'est une idée qui me vient comme ça. Ouais. Si on va dire une minute, tu devais convaincre quelqu'un d'étudier la pharmacologie, de s'intéresser à la pharmacologie, comment tu t'y prendrais et qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai toujours été attiré par la pharmacologie parce que je trouve que c'est la science du médicament. Enfin, il y a plein de choses autour du médicament. Hein. Il y a plein de choses autour du médicament dans la production, dans le marketing, en pharmacie. Il y a plein de choses, mais la pharmacologie, c'est vraiment ce qui réunit tout parce que c'est à la fois l'étude de la façon dont le médicament agit dans le corps humain. Et ce qui n'est pas inintéressant non plus, c'est la façon dont le corps humain agit sur le médicament. C'est-à-dire comment il l'élimine. Et ça, c'est vrai que je trouve ça assez fou qu'on soit dans une matière où on ait tous ces éléments et ça permet de comprendre énormément de choses, quoi. C'est vrai que je trouve quand on avance en pharmacologie, on comprend à la fois les notions de thérapeutique, les notions des effets indésirables, les interactions entre les médicaments, la façon dont il faut les prendre, pourquoi il faut les prendre avec les repas, en dehors des repas, pourquoi il faut attendre 6 heures avant d'en reprendre. Enfin, c'est vraiment la science assez complète sur le médicament et donc je trouve que voilà, c'est une matière intéressante pour ça, quoi. En tout cas, merci à vous deux. J'invite les gens vraiment à se précipiter sur Pharmacologics. Moi, j'ai trouvé vraiment très, très intéressant. J'ai appris aussi plein de choses, même si j'ai fait 2 ans en pharmacie, mais j'ai appris beaucoup de choses là-dessus. J'espère en tout cas que Vincent acceptera mon invitation pour sa seconde bande dessinée quand j'aurai fini. Alors, bon, comme entre-temps, je vais avoir des congés, je pense que ça ne sera pas en juillet, mais sur la malédiction du cordon bleu. Donc là, on va sortir de l'industrie pharmaceutique pour parler de l'industrie agroalimentaire. Je vous remercie à vous deux. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup, toi aussi. Merci. Cette vidéo est dorénavant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je ferai de temps en temps des vidéos sur l'art et la science. Et parlant de ça, il y a bientôt une vidéo qui va sortir sur le cinéma et la science. Une vidéo sur le cinéma des années 1985-1995 et la science. Ce que le cinéma nous montrait de la science et comment la science nous faisait rêver par le cinéma. J'aurai bientôt une vidéo sur la folle histoire de l'électricité de mon ami Kurt Riedel. Donc, je vais essayer de faire ça de temps en temps, des vidéos qui vont changer un peu de l'ordinaire. On va parler d'art et de science. J'espère que ce concept vous plaît. Bien évidemment, Vrob reviendra ici pour nous parler de la malédiction du cordon bleu. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je dis c'est important parce que moi, en fait, j'aime faire ce genre de vidéos. J'aime parler d'art. Vous savez que je suis aussi créateur d'un festival, donc j'aime parler d'art. Et je trouve qu'il y a beaucoup de liens entre l'art et la science. Et je veux apporter ce lien là aussi entre l'art et la science et interroger des artistes ou des amateurs d'art qui vont aussi nous parler de science, des gens qui s'intéressent à ça. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un commentaire ce que vous avez pensé, de partager la vidéo, ça c'est important pour faire connaître la chaîne, de vous abonner si vous découvrez cette chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, vous avez le Utip en bas. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.